si nombreux à nous rejoindre pour cette rencontre mensuelle relative à l'actualité sociale. Alors, le mois de novembre, comme le mois d'octobre sans doute aussi, parce que nous avons quand même quelques connaissances sur le sujet, mais je dirais que cette période automnale, c'est celle, et l'expression est utilisée à bon escient, celle un peu de nos deux lois marronniers. Pourquoi? Parce que c'est la période au cours de laquelle le Parlement examine et amende, le cas échéant, et on verra que pour le PLFSS, c'est effectivement le cas, amende le projet de loi de financement de sécurité sociale, donc budget sécurité sociale, et l'autre grand budget qui est celui de l'État, le budget qui est examiné via le projet de loi de finances. Pardon. Alors, nous allons entre-temps quand même, avant de nous intéresser au PLFSS pour 2021, revenir sur un décret de fin octobre. Voilà, il est assez frais, il est d'une quinzaine de jours, qui porte à notre connaissance le taux et l'assiette d'indemnisation de l'activité partielle à compter du 1er janvier prochain, le taux de l'allocation, c'est-à-dire le montant qui est remboursé par l'État au titre des dépenses faites par l'employeur qui a mis ses salariés en activité partielle. Le texte fixe également le régime social de l'indemnité d'activité partielle, puisque jusqu'à présent nous avions surtout une doctrine administrative sur le sujet. Vous vous souvenez sans doute également que au cours du printemps, c'était même d'ailleurs, oui, au cours du printemps examiné, même si le texte a été publié durant l'été, de nouvelles dispositions avaient été prises pour assurer le maintien des garanties complémentaires lorsque le salarié est placé en activité partielle. On verra qu'il y a une prorogation en la matière. Il y a pour les entreprises qui comptent moins de 250 salariés une reconduction également du dispositif d'exonération de charges sociales et de l'aide au paiement, alors qu'elles avaient connu une première période de février à avril ou février à mai selon leur taille. Quelques éléments sur le congé de reclassement ou de mobilité. Et puis, je vous dirai également de quelle manière est réformé le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Et enfin, nous achèverons le propos par les textes, ou en tous les cas les mesures sur lesquelles nous demeurons en attente. Donc, un décret du 30 octobre dernier est venu le taux de l'indemnité à compter du 1er janvier prochain. Le taux de l'indemnité, c'est-à-dire ce que vous versez, sera de manière effective, sauf situation dérogatoire qu'il reste encore à préciser à compter de cette date-là, et si le gouvernement souhaite maintenir cet élargissement, le taux général d'indemnité d'activité partielle sera de 60%. Une première introduction, c'est que l'indemnisation a une limite et une assiette limite à 4,5 fois le SMIC, et en même temps, vous allez voir que la même assiette limite concernera l'allocation. Ce taux-là est applicable aux heures chômées à compter du 1er janvier 2021. Les dates fixées ou les entrées en vigueur de mesures nouvelles fixées de la sorte posent toujours la problématique du recueil de l'information. Généralement, les entreprises ont une période de recueil pour traiter leur paye, dite de M-1. Donc au cours du mois de novembre, pour la paye que vous vous engagez à réaliser, ou vous avez peut-être déjà entamé les procédures de production, vous avez comme période de recueil, afin d'assurer soit un complément de rémunération s'il y a eu des heures supplémentaires ou complémentaires, soit une réduction de la rémunération du fait de l'absence du salarié, d'une absence non indemnisée, vous avez comme période de recueil le mois d'octobre. Certaines d'entre vous ont calé cette période de recueil à cheval sur 2 mois, donc du 15 au 15 du mois, donc du 15 octobre au 15 novembre, ou également pour être au plus près de la réalité de l'activité du salarié au cours du mois, jusqu'au 20 ou 25, enfin plus rarement jusqu'au 25, même s'il restera quelques jours concernant le mois précédent à chaque fois, parce que bien évidemment il est difficile de verser un salaire au plus tard le 30 ou 31 du mois, avec toutes les opérations de paye que cela suppose, en ayant une période allant jusqu'à la fin du mois en cours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement juste
bien évidemment dans l'indemnisation du salarié lorsque ces dispositions nouvelles et celles qui sont issues du décret que je viens de citer entreront en vigueur au 1er janvier prochain. Parce que les heures chômées au cours du mois de décembre ne recevront pas le même traitement que les heures chômées à compter du 1er janvier et toute la différence, bien évidemment, résidera dans la date exacte. Pour rappel, le 1er janvier est un vendredi, sera un vendredi d'ailleurs, 1er janvier 2021. Donc ça suppose qu'éventuellement, ils auraient pu avoir quelques salariés qui, s'ils étaient susceptibles de travailler le samedi 2, connaîtront quelques heures d'activité partielle, ou peut-être toute la journée d'ailleurs, de cette fin de semaine en particulier. Par ailleurs, cette fois-ci, on fixe également, bien évidemment de manière assez claire, l'assiette de l'indemnisation. Et l'assiette de l'indemnisation, il est rappelé un peu ce qui avait été initié il y a quelques mois, s'agissant des éléments variables, donc rémunération variable ou versement non mensuel, on tiendra compte de la moyenne des 12 derniers mois ou durée inférieure le cas échéant. Un point particulier sur cette technique, en tous les cas, cet aspect du calcul. Pourquoi les choses sont importantes sur ce point essentiel du décret? À dire vrai, le décret nous dit la chose suivante, il s'agira des éléments de rémunération variable ou versement non mensuel qui précèdent la mise en activité partielle. Pendant un certain temps, et le débat demeure à mon sens, juridiquement le débat a lieu d'être et mérite d'avoir sa place. La question était de savoir de quelle manière je détermine la période de référence pour calculer le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ou en tous les cas également de l'indemnité d'activité partielle. Alors, il aurait pu être assez simple de considérer que pour une entreprise qui a débuté la mise en activité partielle au mois de mars, les éléments de rémunération à retenir sont ceux du mois de février. Et dans la même logique, conserver bien évidemment toujours la même référence, la même base de calcul du taux horaire pendant toute la durée de l'activité partielle. D'autres ont choisi également de faire glisser cette période de référence pour, le cas échéant, eh bien, chaque mois, redéterminer un nouveau taux à raison des éléments de rémunération du mois précédent. C'est la première fois qu'un texte nous dit clairement qu'il convient de prendre en compte la période précédant la mise en activité partielle. C'est d'abord la première fois, ce qui est assez gênant dans le cadre juridique dont on pensait qu'il y aurait pu avoir une volonté de sécurisation de la part des autorités compétentes. Ce qui est gênant, c'est que bien évidemment, nous avons cette information-là et cette règle-là s'agissant de ces éléments de rémunération variable ou de versement non mensuel, alors qu'il y a eu absence d'adaptation des textes pour tous les autres éléments de rémunération, au premier desquels, bien évidemment, le salaire de base. Ce faisant, si l'on devait avoir la même logique qui est celle du mois qui précède immédiatement la mise en activité partielle, cela signifierait que lorsqu'un salarié pour lequel l'entreprise a un accord de revalorisation des salaires, NAO, à mettre en œuvre au cours de cette période-là, une partie de la rémunération, je parle bien évidemment des salariés qui n'ont pas une mise en activité partielle totale, mais quelques jours ou quelques heures par semaine, par mois ou quelques heures dans la journée. Leur bulletin de paye sera composé à la fois du salaire de base, correspondant à l'activité effective du mois considéré, et à la fois de l'indemnité d'activité partielle pour les quelques heures de mise en activité partielle. La première partie de cette rémunération bénéficiera de la NAO. La seconde continuera, quant à elle, à être calculée selon une période de référence maintenant assez ancienne. À dire vrai, on ne comprendrait pas vraiment cette logique-là, parce que le seul fait que l'entreprise ait pu négocier et obtenir une revalorisation, à raison bien évidemment des exigences légales qui imposent la NAO, négociation annuelle obligatoire. Nous aurions un déphasage sur le même bulletin de paye entre des modalités de calcul relatives au travail effectif du salarié au cours du mois et des modalités de calcul à raison de sa mise en activité partielle. Et donc, la seule mise en activité partielle ne bénéficierait pas, ou ne devrait pas bénéficier, si la logique est confirmée, ne devrait pas bénéficier de cette NAO. Bon,
nous attendons de la part de l'administration, que nous avons sollicité sur le sujet, de nous dire si elle concède à nous répondre. Parce que malheureusement, sur ce point-là, comme sur d'autres, cela fait maintenant des mois que nous les relançons, sans aucun retour, et nous ne sommes pas les seuls, hein, que nous regroupions à plusieurs opérateurs de paye, ou que chacun réalise sa demande, adresse sa demande de manière distincte. Pas de réponse, silence radio sur le sujet, l'embarras sans doute qu'a l'administration sur certains volets de la mise en activité partielle. Mais il conviendra de préciser les choses, de confirmer, le cas échéant, que de manière substantielle, il puisse y avoir 2 modes de calcul de la rémunération, et dont les assiettes sont distinctes, notamment en cas de revalorisation générale ou même individuelle d'ailleurs du salarié au cours de cette longue période maintenant de mise en activité partielle, soit totale, soit même après le déconfinement, pour utiliser un terme qui constitue maintenant quasi un néologisme, même en cas de reprise partielle de l'activité au cours des derniers mois. Autre point nouveau, inexistant jusqu'à présent dans les textes, l'indemnisation va être plafonnée. Et le décret nous dit la chose suivante, c'est que c'est une indemnisation plafonnée à la rémunération nette horaire habituelle. Alors, net horaire habituel, point d'interrogation. D'abord pour le net. Le texte nous dit que le net est obtenu après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Qu'est-ce qu'on entend par cotisations et contributions obligatoires? On a coutume de se référer aux cotisations de sécurité sociale, aux cotisations d'assurance chômage, aux cotisations de retraite complémentaire. Et je cite ces 3 prélèvements volontairement parce qu'on se limite à ce type de contribution-cotisation pour connaître l'exactitude de l'étendue. Que faisons-nous de la CSG-CRDS, dont le salarié demeure redevable en cas de mise en activité partielle, même si le taux est allégé au titre des revenus de remplacement? Premier point. Et qu'entend-on par obligatoire? Est-ce qu'on doit également se limiter à la liste que je viens d'énoncer? Abdelkader, je ne sais pas si tu m'entends, mais on ne t'entend plus. Collective ou de convention collective? Est-ce que la prévoyance, lorsqu'elle s'impose à l'employeur, est une cotisation et contribution obligatoire pour la part salariale, bien évidemment? Tout cela mérite des précisions de la part de l'administration et de nous dire. Et rémunération nette horaire habituelle, là aussi, point d'interrogation. Quels sont les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans leur valeur brute pour pouvoir ensuite venir déduire les cotisations et contributions que nous venons d'évoquer? Alors, salaire de base, on peut le comprendre, quelques primes régulières comme la prime d'ancienneté, on peut le comprendre, mais une prime variable, à quel moment? Est-ce que je fais une moyenne? En tout état de cause, c'est ce qui devrait être fait. Et puis, qu'est-ce que je fais des heures supplémentaires complémentaires? Est-ce que c'est dans la même logique de tout ce qui avait été dit jusqu'à présent? Ça, c'est le point d'interrogation qui demeure, et il faut espérer que l'administration y apporte tous les éclaircissements possibles. Elle a maintenant moins d'1 mois et demi ou 1 mois pour que nous permettre, nous, alors en termes de période de paye, sans doute jusqu'à fin décembre, mais en matière d'adaptation des systèmes d'information, il nous faudrait des réponses extrêmement rapides sur le sujet, en espérant qu'elle soit aussi productive dans sa doctrine qu'elle ne l'a été jusqu'à présent dans sa réglementation. Alors, nous venons d'évoquer le taux d'indemnisation. Le même texte porte le taux d'allocation. Les choses sont pas très différentes sur plusieurs points. Le premier, d'abord, c'est que nous avons un taux d'allocation de 36%, qui est
encore une fois, le taux général, bien évidemment, pour les entreprises ciblées avec des situations très particulières, le taux devrait être toujours de 60%. Le taux général est ramené à 36%. La rémunération maximale sur laquelle, constituant l'assiette d'application du taux à laquelle va se référer l'administration, et sera limitée à 4,5 fois le SMIC horaire. Là aussi, pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021, avec l'instauration d'un taux horaire plancher qui est de 7,23 €. Ça signifie que même si vous notez une différence substantielle entre 60% et 36%, on a quand même 24 points d'écart. En tous les cas, pour les rémunérations les plus basses, vous aurez toujours le bénéfice de ce taux plancher de 7,23 €. Je dirais que l'impact en la matière, c'est surtout pour les taux les plus élevés et les niveaux de rémunération les plus élevés dans l'entreprise. On a toujours la même assiette et toujours la même logique, y compris en matière d'allocation, c'est que nous aurons toujours une indemnisation qui est plafonnée à la rémunération nette horaire habituelle, et en même temps, bien évidemment, ce net-là résulte des mêmes règles que nous vous avons présentées sur la diapo précédente, ce qui signifie qu'il y aura sans doute une adaptation du système d'information de l'ASP pour pouvoir recueillir l'ensemble des éléments qui permettront à l'administration de verser le bon taux d'allocation, la bonne valeur de l'allocation, la bonne valeur horaire de l'allocation. Donc à retenir ici une réduction assez importante du taux d'allocation qui aura un impact financier notamment sur les rémunérations les plus élevées, un taux plancher toujours de 7,23, donc qui devrait assurer un minimum assez plus important en matière de remboursement, et puis toujours cette comparaison avec l'indemnisation plafonnée que nous avons évoquée à l'instant. Catherine, à ce stade-là, y a-t-il des questions? Non, pour le moment, nous n'avons pas de questions. D'accord, très bien. Merci Catherine. Le projet de loi de financement de sécurité sociale qui vient d'être adopté définitivement par le Parlement comporte un certain nombre de mesures, notamment celles relatives au régime social d'activité partielle, et parce que l'avantage désormais, c'est que ce régime social est fixé par la loi et ne résulte pas de doctrine administrative. Donc on fixe dans la loi ce régime social, nous ne serons plus tributaires des évolutions des URSSAF, de la cause, de la DSS. On rappelle bien évidemment une exclusion de l'assiette de cotisation sociale, c'est-à-dire que l'on considère toujours, en termes de qualification juridique, ces indemnités d'activité partielle comme constitutives de revenus de remplacement. À ce titre-là, bien évidemment, on y appliquera un taux de CSG déductible réduit, puisqu'on va passer de 40, ça faisait 7,50. J'ai plus le thème. Bon, bref, peu importe. Nous avons donc 3,80 en termes de CSG déductible. Nous avons toujours notre taux de CSG non déductible de 2,40 et CRDS de 0,50. Et on rappellera qu'en tout état de cause, ces indemnités bénéficient pour l'application de la CSG de l'abattement pour frais professionnels de 1,75. En même temps, ce qui avait été dégagé par l'administration dans ses lignes doctrinaires au titre du régime social de l'indemnité complémentaire de l'activité partielle est maintenu, et on maintient pour 2021, donc une année uniquement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une limite dans le temps d'application de ce régime, du régime actuel pour la part excédant 3,15 fois le SMIC. Voilà. Donc jusqu'à 3,15 fois le SMIC, bien évidemment, nous n'aurons pas de prélèvement, et au-delà, on aura un prélèvement, et ce mode dérogatoire du régime social de l'indemnité complémentaire vaudra donc, dès lors qu'il ne dépasse pas 3,15, aura le même traitement, et pour 2021, au-delà de 2021, on serait susceptible, puisque fixé par la loi, et si l'activité partielle devait demeurer dans certaines entreprises, nous serions susceptibles de se mettre à cotisation sociale. En même temps, le projet de loi de financement de sécurité sociale vise à proroger le dispositif de maintien des garanties complémentaires. Alors, initialement,
si vous en souvenez, c'est la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, d'autres mesures urgentes, etc., qui avait prévu et mis en place, en tout état de cause, l'intégration dans l'assiette des garanties complémentaires, l'intégration des indemnités d'activité partielle. Donc on maintient les garanties collectives, garanties complémentaires collectives des salariés placés en activité partielle et comme le dit la loi ainsi que leurs ayants droit, et en même temps depuis cette loi-là, on a intégré ces indemnités d'activité partielle dans l'assiette de cotisation de garantie complémentaire. Pourquoi? Parce que la loi était à l'époque totalement silencieuse et bien évidemment, pour un certain nombre de couvertures, de risques, ont diminué, le cas échéant, les prestations ultérieures en cas de survenance du risque. Dans la mesure où, assez généralement, les contrats de prévoyance retenaient comme assiette de cotisation la rémunération brute SS. Or, bien évidemment, dès lors que vous avez des revenus de remplacement qui sont exclus de cette assiette brute SS, elle ne devait pas, en tout état de cause, intégrer bien évidemment l'assiette de cotisation des risques prévoyance. Bon, il y avait eu une volonté en ce sens, vous vous en souvenez, bien évidemment, dans un certain nombre d'organismes, mais il n'y avait pas d'assise juridique ou absence en tous les cas, vide juridique qui est venu compléter la loi du 17 juin 2020. Et si vous vous en souvenez également, elle fixait comme période concernée par cette intégration les périodes de mise en activité partielle du 12 mars 2020 au 31 décembre prochain. La prorogation vise à maintenir le dispositif jusqu'au 30 juin 2021. Donc nous avons une prorogation de 6 mois. Rebelote dans 6 mois. La même question va se poser de savoir ce qu'il en sera au 1er juillet prochain. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que le texte nous dit également qu'il y a possibilité d'inclure l'indemnité complémentaire dans l'assiette de cotisation. Ce n'est pas une contrainte, contrairement aux indemnités d'activité partielle, c'est une possibilité s'agissant de l'indemnité complémentaire. Donc, nous avons les indemnités d'activité partielle, nous avons le cas échéant des indemnités complémentaires, et ces indemnités complémentaires ont la possibilité d'être intégrées, d'inclure l'assiette de cotisation. Le fait est, c'est qu'on y octroie une possibilité et non pas une contrainte. Donc ça signifie que, bien évidemment, des publications de la loi et de son entrée en vigueur, à une date à venir, normalement le lendemain de sa publication, Abdelkader, je ne sais pas si tu m'entends, mais le son ne passe plus. de répondre à cette problématique de paye qui est de connaître l'assiette exacte des cotisations relatives aux garanties complémentaires. Alors on sait bien évidemment qu'il y aura l'indemnité en elle-même, et jusqu'au 30 juin, que nous connaissons déjà jusqu'au 31 décembre et jusqu'au 30 juin prochain, et en même temps, eh bien, vous rapprochez de votre organisme de prévoyance pour savoir s'il entend ou non inclure. Alors, s'il entend ou non inclure, pour la raison suivante, parce qu'encore une fois, c'est le niveau de financement, qui va fixer le niveau des prestations à venir si le risque couvert survient. Et il est extrêmement important ici de connaître l'exactitude de l'engagement de l'organisme de prévoyance pour éviter tout risque de contentieux si on devait aller jusque-là avec un salarié qui, dans l'avenir, connaîtrait une situation particulière susceptible d'ouvrir droit à ces prestations complémentaires. Soyons extrêmement vigilants. Moi, je vous invite à en faire part dès à présent à votre organisme de prévoyance. Dire que le projet de loi de financement de sécurité sociale, non seulement d'abord étant, mais ça je pense qu'ils le suivent, bien évidemment jusqu'au 30 juin prochain, les cotisations et le prélèvement sur les indemnités d'activité partielle et en même temps connaître leur position sur l'option laissée par la loi d'y inclure également l'indemnité complémentaire et de revenir vers nous très rapidement pour l'adaptation de vos dossiers en paye. Catherine, des questions sur les 2 points que nous venons de voir?
Non, non, toujours pas. Pas de questions. Très bien. Merci Catherine. Pour certains et certaines d'entre vous, nous avons eu à connaître le dispositif d'exonération et d'aide au paiement des cotisations sociales. Donc exonération de charges sociales, patronales et l'aide au paiement des cotisations sociales. Pour rappel, ce dispositif-là concernait un certain nombre d'entreprises, celles qui comptent moins de 250 salariés, et certains secteurs d'activité, tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, événementiel, auxquels il convenait d'y rattacher notamment des entreprises qui ont connu une forte chute de leur chiffre d'affaires et notamment pour celles qui dépendent de ces secteurs d'activité-là. Pour le tourisme, il y en a quelques-unes et qui ont à subir ces chutes-là. Alors, je ne reviens pas sur les calculs et la présentation qui avait été faite sur le sujet il y a maintenant quelques temps, juste pour dire que une première période d'emploi était visée par pour les premières dispositions relatives à l'exonération et au paiement des cotisations sociales. L'exonération, d'une part, visait toutes celles dont l'employeur est redevable une fois avoir appliqué la réduction générale des cotisations patronales, autrement dit de Fillon, la réduction allocation familiale, la réduction assurance maladie, à titre d'exemple, et s'il devait en rester, y compris pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure au plafond d'éligibilité à l'une de ces mesures, bien évidemment, il y avait une exonération. Pour des périodes allant du 1er février au 30 avril ou du 1er février au 31 mai, selon la taille de l'entreprise. Dans la mesure où nous connaissons à nouveau une période dite de reconfinement, ou en tous les cas de mesures de restriction de déplacement, en même temps, bien que ce n'était pas inscrit dans le texte tel qu'il avait été présenté à l'Assemblée nationale, mais par amendement, hein, et c'est tout là l'avantage du travail parlementaire, soit un amendement parlementaire, soit un amendement gouvernemental, la mesure est reconduite pour les périodes d'emploi allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et en tout état de cause, ou au plus tard, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Donc, on verra comment le gouvernement prend les choses en l'état. Ça devrait s'arrêter au 31 décembre, ou s'il le décide par voie de décret, notamment parce que ce décret est attendu pour connaître avec exactitude les modalités d'application, s'il devait poursuivre ou étendre la période jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est fixé à ce jour à la mi-février. Bon, ça signifie quoi? Ça signifie que pour ces entreprises-là, nous avons connu une première période avec ces exonérations, cette paiement, et nous allons connaître une nouvelle période, cette fois-ci pour une nouvelle période d'emploi de 4 mois, 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, avec notamment, s'agissant du décret d'application, bien qu'on le suppute très fortement parce que c'est dit en filigrane, c'est les dates de déclaration en DSN devraient être les 5 et 15 janvier prochains pour actionner ces mesures de réduction de charges, en espérant que cette fois-ci, les choses soient infiniment plus précises que la délicate interprétation que l'on pouvait avoir des dispositions de la troisième loi de finances rectificative que nous avons connue fin juillet, qui avait instauré ce dispositif, ou ce premier dispositif d'exonération et d'aide au paiement. Toujours porté par le congé de reclassement de mobilité, toujours porté par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, excusez-moi, pour 2021, le congé de reclassement et de mobilité, quelques éléments. D'abord, dans un premier temps, c'est dire qu'il pourra avoir une durée plus longue. Jusqu'à présent, si vous y avez eu recours, vous savez que cette durée est de 12 mois. Elle pourra être étendue à 24 mois à la condition que le salarié qui bénéficie du congé de reclassement ou du congé de mobilité suive une formation de reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est placé dans ce congé de reclassement, et quand on dit
Reclassement, c'est la possibilité de se trouver ou de bénéficier de la part de l'employeur, bien évidemment, d'un autre poste, généralement à l'extérieur de l'entreprise. C'est une période au cours de laquelle on devra avoir de la formation. Et si bien évidemment on est engagé dans un processus, dans un programme de formation, et que le salarié en bénéficie pour une durée supérieure à 12 mois et pouvant aller jusqu'à 24 mois, eh bien sa formation donnant lieu à une reconversion professionnelle lui permettrait d'augmenter la durée de ce congé-là et donc de bénéficier notamment de l'allocation de congé de reclassement. On considère bien évidemment toujours que les sommes qui sont versées à ce titre-là sont des sommes qui reçoivent la qualification de revenus de remplacement. Donc le taux de CSG, le taux réduit que nous avons présenté tout à l'heure, et puis nous avons toujours une assiette abattue des frais professionnels. Le régime, alors ça c'est une nouveauté également, le régime social est applicable également dans le cadre d'un accord collectif de rupture conventionnelle collective. Donc on a un accord collectif qui permettrait la rupture conventionnelle collective. Et bien évidemment, si nous avons ce type de disposition avec une durée plus longue liée à la formation de reconversion professionnelle et que le salarié s'inscrit dans ce dispositif-là, il bénéficiera également du même régime social s'agissant des sommes qui lui seront versées en exécution de cet accord collectif. Catherine, des questions sur ces 2 points? Non, 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 toujours pas de questions. Très bien. Merci Catherine. Le PLFSS également l'avantage, ou des avantages, ça tout dépend comment on voit les choses, de présenter un certain nombre d'autres mesures qui vont nous occuper. Alors, il est vrai que les choses, l'examen parlementaire m'a démenti, pour ne rien vous cacher, parce que tel qu'il était issu du Conseil des ministres et donc déposé au bureau de l'Assemblée nationale, le texte ne comprenait aucune disposition ayant un effet immédiat et conséquent sur la paye. Bon voilà, les choses sont tout autres une fois que le Parlement examine le texte. Et en l'occurrence, eh bien, il engage une réforme du congé de paternité d'accueil de l'enfant. Alors, le congé paternité que nous connaissons à ce jour est d'une durée de 11 jours consécutifs. Il va passer à 25 jours calendaires. Notez bien, calendaire. Et en cas de naissance multiple, il va passer de 18 jours consécutifs à 32 jours calendaires. Cela étant, la loi impose également aux salariés Abdelkader, si tu m'entends, on n'a plus de son de notre côté. relatifs à ce congé de paternité. Pardon? On avait un problème J'ai- de son, il y a eu une micro-coupure, là on a un problème de son. Mais c'est revenu. Ah, c'est revenu, d'accord, très bien. Merci. Donc, je reprends peut-être le début de cette diapo. Vous disais-je que cette loi instaure une durée supérieure en matière de congé de paternité. À ce jour, nous avons 11 jours consécutifs. Tout cela va donner lieu à 25 jours calendaires, et on passera en cas de naissance multiple de 18 jours consécutifs à 32 jours calendaires. Avec une exigence en matière de prise du congé, c'est que, bien évidemment, dans un premier temps, le salarié va faire usage de son congé de naissance en tant que congé pour événement familial, que nous allons voir dans un instant, et immédiatement ensuite, vraiment dans la continuité, il devra faire usage de 4 jours consécutifs, au moins 4 jours consécutifs au titre du congé de paternité ou de l'accueil de l'enfant s'il s'agit d'une adoption. Les modalités de prévenance, d'utilisation, et donc y compris fractionnées, puisque vous comprendrez bien que sur ces 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissance multiple, nous aurons donc 4 jours, il restera un solde de 21 ou 28 jours selon le cas. Donc les modalités, notamment de prise et de fractionnement,
devront faire l'objet des modalités de prise de prévenance de l'employeur, et tout cela sera fixé par décret à venir. Quelques éléments supplémentaires. S'agissant du congé d'adoption, eh bien, nous avons une durée de congé aujourd'hui de 10 semaines qui va passer à 16 semaines. Voilà, ça, bon, ça s'aligne, quelques avantages peut-être en termes de gestion, mais ça s'aligne sur le congé de maternité, hein, si on l'a à l'esprit, notamment notre fameux congé maternité de 16 semaines. Donc nous aurons un congé d'adoption qui sera d'une durée égale au congé de maternité, bien que n'ayant absolument pas le même objet initial, mais une identité en tous les cas de durée. Le congé pour événement familial fait l'objet également de quelques adaptations. D'abord, le début du congé de naissance, donc pour événement familial, c'est le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable suivant. Donc voilà, donc le salarié est susceptible de s'absenter, a le droit de s'absenter, soit le jour de la naissance, ou si bien évidemment c'était quelque chose qui était imprévu à ce moment-là, eh bien il en bénéficiera le premier jour ouvrable suivant. Les choses peuvent aller parfois assez vite en termes de gestion de l'absence du salarié. Et on nous donne une précision, mais alors chose assez étonnante, parce que si le texte est adapté, hein, via ce projet de loi de financement de sécurité sociale, il l'est uniquement pour le congé pour événement familial du fait de la naissance, d'une naissance, pour nous préciser que le mode de décompte est un décompte réalisé en jour ouvrable. Et assez intéressant de savoir pourquoi, dans la foulée de leur réforme, il n'a pas été prévu par les parlementaires de préciser ce mode de décompte pour les autres événements familiaux. On le dit uniquement pour le congé de naissance. Donc en jour ouvrable, pour ce décompte-là, les choses sont dites en l'occurrence, ce qui n'était pas forcément évident de prime abord. Alors, je me pose la question, vous voyez, quand je vous dis ça, je pose automatiquement la question des compléments conventionnels. Certaines conventions collectives attribuent une durée plus longue selon les motifs, hein, pour le mariage ou la naissance. Vous avez quelques conventions collectives qui octroient une durée plus longue d'absence du salarié. Sur le mode de décompte, elles sont aujourd'hui silencieuses et coutumes généralement fait et usage également de la part de très 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 nombreuses entreprises de retenir un décompte en jour ouvré, non pas en jour ouvrable. Faut-il de manière automatique, bien évidemment, réadapter le décompte? À mon sens, absolument pas, absolument pas. Je veux dire par là que si il y a eu volonté de la part du parlementaire et des parlementaires de réadapter les textes s'agissant du congé légal, il n'intervient et n'interfère nullement s'agissant des textes conventionnels. Il n'y a pas d'effet automatique d'une précision légale sur un texte conventionnel. Il appartiendra, si les partenaires sociaux souhaitent engager la discussion sur ce sujet-là, il leur appartiendra éventuellement d'adapter la convention collective. La probabilité que ça soit fait de manière isolée est assez faible, hein. Faudrait-il plutôt une vision plus globale de la question des congés dans la convention collective pour que les choses soient dites. Jusqu'à présent, effectivement, on octroie des jours supplémentaires d'origine conventionnelle sans que la nature du jour soit fixée par la convention collective. Catherine, des questions? Alors oui, j'ai une question. Cette loi s'applique au 1er juillet 2021. Est-ce Oui. possible pour un salarié de bénéficier de ces 25 jours si la naissance de son enfant a eu lieu quelques mois avant la date d'application de cette loi? Alors le texte est assez clair, merci pour la question. Le texte est assez clair, c'est toute naissance à compter du 1er juillet. D'accord, merci. Voilà. C'était la seule question pour C'était ça. l'instant. Très bien. Merci Catherine. Voilà, j'achèverai, comme je vous l'indiquais dans le sommaire, par le chapitre à suivre. Ce qui va nous intéresser essentiellement, 3 points. D'abord, bien évidemment, il y a une prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Donc nous avons connu ça au fin de l'été, début des printemps. Dans la continuité, dans la logique de cette nouvelle restriction de déplacement ou reconfinement, chacun adaptera le vocabulaire qu'il souhaite.
le gouvernement a souhaité une prorogation de l'état d'urgence et donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a présenté au Parlement un texte de loi l'autorisant à légiférer par voie d'ordonnance. Aujourd'hui, rien n'est dit sur les mesures qui seront prises dans ces futures ordonnances. On suppute, je pense à juste titre et à juste raison, qu'un certain nombre de dispositions qui avaient été prises au cours du début du printemps fassent également l'objet de ces ordonnances-là. Je pense à toute la gestion en matière d'arrêt maladie. Et dans quelles limites? Alors, bien évidemment, fin de l'état d'urgence, 6 février, on sait que, par exemple, s'agissant de l'obligation légale de maintien de salaire, la condition d'ancienneté est toujours suspendue jusqu'au 31 décembre de cette année. Qu'en sera-t-il pour la carence? Point d'interrogation. Quels arrêts maladie? Est-ce qu'on aura un effet rétroactif? On se souvient en tous les cas que des dispositions ont été prises pour que, par voie de décret, s'agissant notamment de la gestion de cette indemnité légale, on ait un effet rétroactif qui ne dépasse pas le mois. Bon, bref, tout cela sera présenté dans les très prochains textes, ce qui nous donnera l'occasion de revenir vers vous au cours du mois prochain pour une nouvelle session. Chose alors également qui va intéresser un certain nombre d'entre vous, en tous les cas pour nous, opérateurs de paye, ça va être un moment qui va nous permettre de respirer quelque peu, même si c'est très peu, ça sera toujours ça de prix, qui est le report du dispositif de bonus-malus assurance chômage. Pour revenir dessus, 7 secteurs d'activité sont visés par ce dispositif-là, qui est le suivant, qui donne lieu d'abord à l'appréciation du nombre moyen de rupture du contrat de travail dans ces 7 secteurs d'activité-là. Le nombre moyen de rupture du contrat de travail de l'entreprise au regard de la moyenne du secteur d'activité permettra de savoir s'il y a lieu d'appliquer un bonus ou un malus. Si ce nombre moyen de rupture du contrat de travail dans l'entreprise est inférieur à la moyenne du secteur d'activité, alors c'est un bonus, ça signifie que son taux de contribution à l'assurance chômage sera réduit. Si à contrario il est plus élevé, eh bien ce sera un malus et le taux de contribution sera majoré. La mesure devait entrer en vigueur au 1er mars prochain. Bon, voilà, je pense que le gouvernement n'a pas souhaité encore alourdir certaines entreprises, compte tenu de la période extrêmement difficile que nous traversons, de les alourdir encore de démarches administratives et de contributions financières. Donc c'est reporté jusqu'à une date qui reste à définir. Autre sujet, les partenaires sociaux sont en pleine négociation sur le télétravail, alors que Abdelkader, nous avons une petite coupure là, je crois. du télétravail, notamment lorsqu'il est contraint du fait des mesures de restriction de déplacement, eh bien, ce sont tous ces points-là que devra clarifier le texte à venir, avec des positions comme assez souvent distinctes entre d'une part la représentation patronale et d'autre part la représentation salariale. Pour les premiers, il n'y a pas de volonté d'avoir un texte contraignant, ce qui n'est pas la même chose pour la représentation salariale. Et en l'occurrence, bien évidemment, point extrêmement important pour nous en paye, est-ce que nous aurons enfin une position définitive sur l'obligation ou non de verser aux salariés un montant indemnitaire des frais qu'il engage à son domicile, directement ou indirectement, du fait bien évidemment de la mise en activité partielle. Et ça, c'est une première chose. Et deux, la nature juridique. La nature juridique. S'agit-il d'un complément de rémunération ou s'agira-t-il, et jusqu'à quel niveau, d'un montant forfaitaire? Et s'il devait être forfaitaire, bien évidemment, il faut espérer que ce soit le cas parce que sinon, c'est extrêmement difficile à déterminer. Quel sera le niveau d'exclusion de l'assiette
par qualification de frais professionnels de ce montant éventuellement forfaitaire. Donc voilà les 3 points, que nous observons. Le numéro 2, à la rigueur, nous attendons juste la date du report, qui nous permettra, nous, d'ajuster notre calendrier des travaux d'adaptation du SIRH. Et s'agissant du 2, bien évidemment, du 1, pardon, bien évidemment, une publication, je pense, assez rapide, hein. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire, c'est jusqu'au 16 février. Je n'imagine pas le gouvernement laisser les entreprises dans l'incertitude quant aux mesures prises, notamment si elles devaient avoir un effet rétroactif. Puis la négociation télétravail, je dirais que c'est le calendrier des échanges et des réunions entre représentants patronaux et représentants syndicaux qui nous permettra de dire où nous en serons dans un mois. Voilà pour ma part l'état des lieux que je souhaitais partager avec vous. Catherine, des questions sont-elles Alors, il y survenues avait à toi? une question concernant les frais professionnels. Est-ce qu'ils sont obligatoirement mis dans les payes? Il n'y a pas de contrainte. Alors ça, c'est un peu, alors c'est un peu délicat parce que tout dépend de ce que l'on entend dans la liste des mentions obligatoires du bulletin de paye. Parce qu'il nous est demandé également d'y porter sur le bulletin de paye les sommes qui ne donnent pas lieu à retenue sur salaire. Bon, de facto, les premières d'entre elles sont bien évidemment les frais professionnels. À ce jour, en pratique, alors ça c'est qu'est-ce qu'on entend par ces sommes-là qui ne donnent pas lieu bon, voilà, on pourrait y mettre les frais professionnels. À ce jour, par contre, nous n'avons jamais noté de sanctions. En tout cas, ça ne nous a pas été adressé à titre d'information, de sanctions, de recommandations de la part de l'administration du travail pour une inscription claire et nette des frais professionnels sur le bulletin de paye. Voilà. Et ça n'a ça n'a pas fait l'objet, en tous les cas, non plus de demandes spécifiques des URSSAF lors des contrôles relatifs aux cotisations, bien évidemment, et aux contributions. À aucun moment, l'URSSAF a pu reprocher à l'employeur d'être insuffisamment clair, notamment sur le bulletin de paye, quant aux sommes qui doivent y être mentionnées alors qu'elles ne font pas l'objet de retenue. Bon, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'en pratique, on peut encore continuer sur cette voie-là. L'administration n'a pas clarifié sa position, et c'est peut-être pour ça aussi que les inspecteurs du travail ne vont pas plus loin, sur la mention très précise des frais professionnels sur le bulletin de paye. Alors cela étant, si on veut être en conformité, rien n'interdit de le faire, hein, bien évidemment. Je pense que là, on réduit fortement le risque, je dirais même qu'on l'annule, que d'y porter mention sur le bulletin de paye. Merci Abdel pour cette réponse. Je vous en prie. Voilà ce que je voulais vous dire sur les sujets que nous traitons actuellement et qui font l'objet de suivi et des travaux nécessaires dans le système d'information qui est le vôtre et que vous utilisez ou que nous utilisons pour vous afin de réaliser vos traitements de paye et déclaratifs. Bien évidemment, dès lors que certaines informations feront l'objet, je pense que le mois prochain va être particulièrement chargé puisqu'il va falloir que l'administration et notamment l'ASP nous disent rapidement les modalités de mention, notamment du nouveau taux et des nouvelles informations relatives au changement qui sera opéré et qui sera effectif à compter du 1er janvier prochain s'agissant de l'activité partielle, nous donnera quelques précisions sur la façon dont on doit compléter le dossier. Tout cela vous sera délivré lors de notre prochaine rencontre. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier donc de votre attention